Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, au Héros Anonyme, ce sera une émission placée sous le signe de l'entraide, car c'est l'un des piliers importants pour les deux organismes que nous recevons. D'abord, Mères avec pouvoir, qui a pour mission de favoriser le développement optimal et le bien-être des femmes monoparentales avec des enfants de moins de 5 ans. Ensuite, l'Avant-Garde Santé mentale, à la fois un groupe d'entraide et un milieu de vie. Les deux organismes ont également comme particularité d'avoir développé des modèles d'intervention innovants basés sur les besoins spécifiques de leur clientèle. Ainsi, l'Avant-Garde Santé mentale met de l'avant l'importance de donner au suivant et offre une oreille attentive à ceux et celles qui sont traversés par des vagues, des tempêtes ou même des tsunamis intérieurs. Par exemple, devoir élever seul un jeune enfant peut être particulièrement difficile. Saviez-vous d'ailleurs que 75% des chefs de famille monoparentales sont des femmes? Dans un contexte de pénurie de logement, d'inflation et d'instabilité économique, ces mères monoparentales font face à des défis quotidiens considérables. Grâce à Mères au pouvoir, elles obtiennent un emploi, un diplôme, un bail, un réseau de connaissances et de nouvelles amies. Après la courte pause, on rencontre la présidente directrice générale de Mères avec pouvoir, Valérie Larouche. Je suis en studio avec notre première invitée, la présidente directrice générale de Mères avec pouvoir, Valérie Larouche. Et ma première question, c'est justement, on aurait pu penser et s'enfarger puis dire mère de pouvoir ou mère au pouvoir ou autre, mais je pense qu'il y a une distinction fondamentale dans le nom Mères avec pouvoir. Valérie, expliquez-nous. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Oui, ben en fait, on est très orgueilleuse avec notre nom, puis on y tient, puis c'est pourquoi on le nomme, puis on est bien fiers. Pour nous, l'équité, l'égalité, le partage des pouvoirs est vraiment intéressant, est vraiment important, puis est au cœur aussi de notre mission. Donc, bon, ça va arriver que les gens, ils vont faire des erreurs, puis dire mère au pouvoir. Puis bon, on peut être sensible, là, la notion est quand même importante, surtout dans le contexte là, actuel, là, le pouvoir, donc il est vraiment... Il est malmené au niveau des femmes, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment les mères avec pouvoir, oui. Et donc, de dire qu'on se retrouve dans des situations où on n'est pas impuissante. Tout à fait. Donc, on valorise vraiment l'autonomie, l'indépendance, la capacité à prendre des décisions, à faire des choix. Donc, le pouvoir est vraiment important là, pour les femmes, pour les mères en particulier. On va parler bien sûr des solutions, des différentes activités que votre organisme met de l'avant, mais peut-être un petit peu nous brosser un portrait des défis que ces femmes-là vivent. On disait d'entrée de jeu là, que au niveau des chefs de famille monoparentales, bon, c'est une écrasante majorité de femmes. Donc, qu'est-ce qu'elles vivent comme type de défi au quotidien? Donc, avoir un enfant, tu sais, c'est un chamboulement là, dans une vie d'adulte. Oui. Donc, quand c'est une mère qui est seule, donc ça a beaucoup d'impact dans sa vie. Nous, on accompagne beaucoup de jeunes mères aussi, donc qui sont dans la transition à la vie adulte. Donc, nous, on accompagne des mères de 17 à 45 ans environ. Okay. Donc, c'est toutes des mères qui ont des enfants de moins de 5 ans. Donc, on est dans la transition à la vie adulte, on apprend à se connaître, on veut s'émanciper et puis on veut prendre soin aussi de tout petit enfant qui nous est confié par la vie, finalement. Donc, qu'on veut qu'il s'épanouisse,
qui se développe bien. On veut développer aussi une relation profonde avec ce petit être-là dont on prend soin. Donc, c'est un gros chamboulement dans leur vie, dans leur horaire, dans leur réseau social. C'est aller au travail, prendre soin de son logement, de sa vie sociale quand on a un enfant, c'est un défi. Donc, si on est seul, d'autant plus. Donc, nous, on accompagne les femmes à travers leur émancipation socio-professionnelle, la recherche d'un logement permanent suite à notre parcours. Donc, le développement aussi au niveau femme, au niveau mère, au niveau citoyenne, au niveau étudiante, travailleuse, parce qu'aller travailler, c'est pas juste se lever et y aller, c'est avoir un équilibre dans toutes les sphères de sa vie. Puis on confie notre enfant dans un milieu de garde, généralement, donc aussi apprendre à se détacher, à faire confiance aussi au nouveau milieu, puis à établir une communication qui est saine aussi avec eux. Donc, c'est toutes sortes de défis, mais surtout toutes sortes de réussites, puis de nouvelles choses à travers lesquelles on va accompagner les mamans. Bien, vous avez nommé justement les 4 volets d'intervention. On prendra le temps de les creuser chacun d'entre eux. Oui. Mais vous disiez, Valérie, 17 à 45 ans, ça demeure un écart quand même assez considérable. Être enceinte à 17-18 ans, quand on sort nous-mêmes de l'enfance, ça effectivement doit être tout un chamboulement. Puis on peut penser que c'est pas nécessairement une décision mûrement réfléchie. Donc, il y a ça aussi qui entre en jeu, j'imagine. Bon, j'ai le goût de dire que c'est pas l'âge qui fait qu'une décision est réfléchie, mais il y a autant de situations qu'il y a de personnes. Il n'y a pas d'âge pour être... il y a des âges idéaux là, où est-ce qu'on peut penser qu'on va être plus prête à être maman. Par contre, c'est pas tout le monde qui est prête au même moment. À tous les âges, il y a des femmes qui n'étaient pas prêtes ou pour qui c'était pas un souhait. Puis à tous les âges, c'était aussi la situation. Ce qui est souvent pas le cas, par contre, c'est le choix d'élever son enfant seul. C'est le choix de la monoparentalité qui va être plus l'enjeu, en fait. Le deuil amoureux, par exemple, le deuil de la famille aussi. Puis d'accueillir tous les changements peut-être qu'on n'avait pas prévus ou qu'on pensait qu'ils ne seraient pas aussi grands, notamment de notre vie sociale, qu'est-ce que ça demande de prendre soin d'un enfant aussi? Parce que j'imagine que c'est tout un clivage. Si on prend surtout les jeunes mères, que, par exemple, tes amis sont aux études, travaillent et où sont à aller dans les parcs, à faire la fête et autres. Et là, tu te retrouves avec des conversations complètement différentes, des réalités complètement différentes. La réalité est vraiment différente. Pour les mamans avec qui on travaille, en fait, c'est sûr que c'est démontré, même scientifiquement, qu'un haut taux de diplomation va être un facteur de réussite, un facteur de protection, chez les enfants. Donc, plus un parent est éduqué et a un revenu élevé, et ce n'est pas systématique, je tiens à le dire. Ça se dit, c'est quand même démontré que c'est favorable au développement global de l'enfant. Donc, comme nous, notre projet, c'est d'accompagner les femmes en projet socio-professionnel. Donc, la majorité des femmes ont peu de diplomation et n'ont pas nécessairement un réseau social aussi qui est très serré et pour qui l'aspect du travail puis de l'épanouissement au niveau professionnel est important. C'est plus là où est-ce qu'il va y avoir un défi en termes de, qu'est-ce que je veux faire de ma vie finalement, puis qu'est-ce que ça prend vraiment pour élever un enfant et s'élever soi-même, en fait. Oui. Donc, c'est vrai que nous, on a un programme pour les jeunes mères. Donc, les besoins... Donc, les femmes, les jeunes mères vont être en transition à la vie adulte. On a un programme vraiment pour les jeunes mères. Parce que c'est sûr que les sujets sont différents chez une vieille, je tiens à mettre des guillemets, une vieille mère de 30 ans. On dit, c'est quoi, gériatrique? C'est ça, une grossesse gériatrique. Donc, non, mais c'est notre technicien me regarde en disant, t'exagères, mais je pense que c'est le terme. C'est un terme qui existe, mais je pense que c'est plus à partir de 40 ans, 45 ans. Bon. Mais c'est sûr que c'est des sujets différents, puis évidemment une expérience de vie qui est pas la même. Là. On va pas faire semblant. Puis pour les mères, on a différents programmes, mais aussi les femmes entre elles vont s'aider. Donc une mère justement qui a plus d'expérience de vie ou qui a une expérience complètement différente, mais va pouvoir venir en soutien à une plus jeune maman qui a vraiment une courbe d'apprentissage de la parentalité et de la vie adulte qui est beaucoup plus prononcée. Je vais dire ça comme ça. Par contre, c'est toutes les femmes qu'on accompagne, c'est toutes des mamans qui souhaitent
vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour elles s'épanouir et mettre en place tout ce qu'il faut pour le développement de leur enfant. Donc, c'est fabuleux, peu importe leur âge, qu'elles prennent cette chance-là et puis elles mettent l'énergie dans cet aspect-là de leur vie. Ça peut être aussi peut-être un deuxième enfant. Oui. Qu'on a alors qu'on est peut-être plus jeune, mais on a l'expérience d'avoir vécu ce que c'est être mère. Puis ça, peu importe la scolarité qu'on peut avoir, c'est une expérience intimement féminine, à la limite, tu sais, basée sur notre humanité, sur notre animalité, qu'on ne sait pas. On a beau avoir peut-être plus de vocabulaire pour décrire les choses, mais la peur, elle peut être là. On peut être traversé par toutes sortes de... Donc, le fait d'avoir peut-être justement des mères qui sont déjà passées par là, même si elles sont peut-être jeunes, ben j'imagine que ça les aide à passer au travail. Oui, puis d'être entouré de femmes qui vont à l'école ou vont au travail, qui ont un enfant du même âge aussi, ça permet de pouvoir partager d'avoir un tronc commun ou des défis similaires, peu importe où est-ce qu'on est rendu ou quel âge on a un enfant du même âge et on est en train d'étudier à temps plein, par exemple, donc on a plein de choses à partager. Puis c'est souvent ce qui ressort, de pouvoir partager une expérience, juste normaliser les choses, dédramatiser ou pouvoir vraiment avoir un partage qui est équitable puis qui est sans jugement aussi entre elles. Donc, les mamans, ils vont garder les enfants l'une de l'autre, s'aider en français, en mathématiques pour l'épicerie. Donc, il y a vraiment un réseau d'entraide là, qui va se passer avec pas de jugement parce qu'on le sait tout le monde sait très bien qu'est-ce qui est en train de se passer chez ta voisine à côté qui a un enfant du même âge que toi. Là. Oui. Et ce qu'on entend dans vos propos, c'est cette entraide-là là, qui est essentielle, mais aussi, si je comprends bien, Mère avec pouvoir a aussi un volet d'hébergement qui fait qu'on peut se côtoyer au quotidien. Oui. Donc, comment on s'est installé? Est-ce que c'est comme un modèle de coopérative? Ou? Donc, Mère avec pouvoir a 2 volets. Donc, il y a un volet en milieu ouvert. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va accompagner des femmes qui sont monoparentales, qui ont des enfants de moins de 5 ans, qui ont un projet de vie socio-professionnel et qui ont un logement qui sont capables de payer, qui est sain, sécuritaire, puis qui veulent garder. On a un programme donc qui inclut un logement. Donc, nous, c'est pas de l'hébergement, c'est vraiment un logement subventionné donc à 25 % du revenu pendant une période pouvant aller de 3 à 5 ans. Pour les mères qui sont monoparentales, donc à plus de 50 % du temps, on regarde leur enfant, à faible revenu et qui ont un projet de vie socio-professionnel. Tout ça, nous, c'est comme un petit village, je veux dire. Donc, quand on arrive à Mère avec pouvoir, juste à droite, il y a les bureaux d'intervention, une salle de jeu commune, une cuisine commune. Et là, à notre gauche, on va avoir un CPE de quartier, donc qui est 80 places, mais qui priorise les enfants de Mère avec pouvoir, qui est CPE Carrefour. Et là, vous entrez dans la cour, c'est une grande cour intérieure avec des modules de jeu, des brouettes, des vélos, des trottinettes pour tous les enfants. Et on va retrouver là les 30 logements de 30 femmes qui habitent sur le site. Donc, il y a des femmes que ça fait un an qui sont là, puis d'autres, ça fait 5 ans qui vont quitter bientôt. Donc, on n'a pas de cohorte. Il y a presque à chaque mois des femmes qui quittent, des femmes qui arrivent. Et pour toutes ces femmes-là, en milieu ouvert ou dans le volet logement, on va offrir des services d'accompagnement. Donc, toutes les femmes ont un suivi mensuel avec une intervenante. Ça peut être à chaque semaine aussi. Donc, des activités de groupe, des ateliers, des activités familiales, des sorties familiales, du répit aussi. On offre des petits groupes, des petits moments de répit par les animatrices. Donc, tout ça est vraiment dans le but que les femmes puissent se maintenir aux études ou en emploi et qu'elles puissent s'épanouir dans leur rôle de maman aussi. Et j'imagine qu'il y a toute une préparation à l'après aussi, parce que vous voulez vous assurer qu'elle puisse faire la transition vers un autre type de modèle de logement de façon sereine et qu'elle ne développe pas une dépendance à vos services et au programme. Il y a une intervenante qui disait que le jour du déménagement, c'est là qu'on commence à préparer le départ quand une maman arrive. Donc, pour nous, on travaille avec l'approche du pouvoir d'agir. Donc, c'est les femmes qui s'engagent envers elles-mêmes à réaliser un projet, puis elles se donnent des objectifs, les moyens de réaliser. Nous, on a un tremplin, on est des facilitatrices. Il y a plein de services qu'on n'offre pas sur le site, puisque c'est un programme qui est temporaire. Pour nous, c'est vraiment important que les femmes aient des liens dans la communauté. Par exemple, on n'a pas de clinique d'impôt, on n'a pas d'infirmière, on n'a pas de service autre que... On n'a pas de psychologue, par exemple.
Mais vous avez des intervenantes. On a des intervenantes, on a une sexologue, une éducatrice spécialisée. Donc, on focus vraiment sur leurs besoins pour se stabiliser et aller chercher des acquis qui vont leur permettre vraiment d'être autonomes et indépendantes. Et à travers tout le parcours, on va les accompagner à différents endroits, que ce soit en cours, chez le médecin. On a des partenariats avec des centres communautaires, des gyms et tout ça. Donc, où est-ce qu'elles vont expérimenter avec de l'accompagnement, le lien dans la communauté, sortir avec son enfant, cuisiner avec son enfant, aller à une cuisine collective. Donc, nous, on offre un atelier de cuisine collective par mois, par exemple. On pourra en offrir 4-5, il y aurait de la demande pour ça, mais c'est pas notre mission. Notre mission, c'est de les accompagner à utiliser les ressources. Ce qui fait que quand ils quittent, c'est ça que c'est difficile. Ils ont 29 voisines, les enfants ont 29 enfants du même âge, amis du même âge, il y a une équipe d'intervention. Ceci dit, généralement, l'objectif, c'est qu'elles ont été chercher tout ce qu'ils avaient besoin puis qu'ils disent « Hey, merci, maintenant, je suis prête, puis je continue mon parcours. » Puis bon, elles vont continuer à venir faire un tour, à venir nous voir, à nous appeler. On demeure là pour elles. Ceci dit, elles sont équipées quand elles ont terminé leur parcours. Puis elles savent tellement ce qu'elles ont reçu j'imagine, elles sont contentes de sentir qu'elles peuvent laisser la place à quelqu'un qui en a besoin. Valérie Larouche, on prend une petite pause et on revient tout de suite après au Héros Anonyme. De retour au Héros Anonyme, je suis en studio avec Valérie Larouche, présidente directrice générale de Mères avec pouvoir. Valérie, je suis comme curieuse un petit peu de voir comment ce modèle-là spécifique, parce que j'ai comme l'impression que c'est quand même assez innovateur, là, comment vous avez structuré votre offre de service. C'est quoi l'historique de Mères avec pouvoir? Comment c'est né? Donc, nous, on a ouvert en 2001. On est situé dans le Centre-Sud à Montréal. C'est un secteur où est-ce qu'au Canada, il y avait la plus grande concentration de mères monoparentales avec une situation de vulnérabilité au niveau du logement, avec une faible diplomation et un faible revenu. Donc, plusieurs intervenants se sont réunis puis voir, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir sur cette donnée-là? Et donc, une organisation qui faisait du développement en logement social a contacté un directeur de CPE, deux organisations du même quartier, puis on dit, on travaille-tu là-dessus ensemble? Ils se sont alliés d'une personne qui travaillait en centre jeunesse, un organisme de femmes, et tout le monde s'est mobilisé ensemble pour mettre en place une ressource qui permettrait de briser le cercle de pauvreté chez l'enfant et qui permettrait aux femmes de pouvoir s'émanciper. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est assurer un logement accessible aux femmes et assurer une place en milieu de garde pour les enfants. Donc, tout ça s'est passé dans les années 90, qui a permis, en 2001, d'ouvrir 30 unités de logements subventionnés pour des mamans qui retournaient aux études sur le marché du travail, qui avaient des jeunes enfants. À travers les années, on a vraiment mis l'accent sur l'accompagnement. Pour nous, ce qui fait la différence d'être dans un HLM, par exemple, ou habiter seul dans un logement, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui va toujours te tirer vers le haut, t'aider à te débroussailler les outils qui vont te parler, toi, puis qui vont te permettre de prendre des décisions et de les assumer et d'aller encore plus loin. Donc, on a toujours été très fervent de favoriser la disponibilité d'intervenantes, un nombre d'intervenantes aussi important. Donc, s'assurer que les femmes peuvent toujours rencontrer quelqu'un. C'est pas du logement subventionné, du logement aussi supervisé, ce qui fait qu'on n'est pas là la nuit. La fin de semaine, il y a des activités, mais on n'est pas toujours là. Donc, les femmes doivent être en mesure de prendre soin de leurs enfants, de s'occuper de leur logement et d'aller à l'école, mais elles veulent du soutien. Et ça a fait que plus de 85% des femmes quittent le programme avec un diplôme ou un emploi, ce qui est vraiment significatif. Et ensuite, on a eu beaucoup de demandes un peu partout au Québec pour dire, nous, votre modèle, il nous parle. Est-ce que vous voulez nous donner un coup de main? Donc, on a accompagné des groupes à Québec, à Sainte-Adèle, à Magog, dans l'ouverture de leur organisation. C'est le même nom ou c'est... Non, on a chacun nos couleurs, mais on met tout
en avant-plan l'aspect socio-professionnel. Donc, par exemple, à Québec, on va parler de Mairie-Monde qui sont propriétaires. Donc, on a chacun, nous, on n'est pas propriétaires du site, on a chacun nos couleurs qui utilisent l'approche participative avec une autre approche différente. Donc, on a vraiment chacun des couleurs, mais on vise la même chose, l'autonomie, l'indépendance des femmes puis le développement des enfants. Est-ce que vous avez constaté, parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes d'insertion qui existent ou de retour à l'école, oui. Insertion socio-professionnelle, qu'est-ce qui fait que ça ne collait pas à cette clientèle-là au départ, ce type de programme déjà existant? Très peu de programmes aujourd'hui, et même à l'époque, incluaient l'aspect du logement subventionné et les places pour le CPE. Nous, le CPE est sur le site. Là. La maman, elle quitte son appartement avec son tout-petit. Elle marche 4 minutes, elle dépose son enfant. Elle marche 10 minutes, elle est dans le métro pour se rendre à l'école. C'est sûr que pour, par exemple, les programmes d'Emploi Québec ou pour l'aide sociale, quand la participante, parce qu'on travaille juste avec des femmes, a un logement, a une place pour son enfant, bien, il y a ça favorise vraiment la réussite. Donc, c'est pour eux, c'est vraiment l'idéal quand il y a ce processus-là. On a développé des partenariats même à travers le temps parce qu'ils disaient, on le sait que quand il y a une femme qui participe à votre programme, elle va réussir. Mais si on le sait qu'une maman est dans un logement qui n'est pas adéquat, qui n'a pas de CPE sécuritaire pour l'enfant ou qui n'est pas ouvert à tous les jours de la semaine, qui n'a pas une place spécifiquement pour son enfant, bien, elle va manquer, elle risque plus d'abandonner ou elle va devoir retourner travailler parce que son logement coûte trop cher ou parce qu'il n'est pas adéquat. Donc là, on assure la maman, c'est sûr qu'elle va pouvoir se maintenir en emploi, se maintenir aux études. Puis bon, la vie, c'est la vie. Là. Des fois, les mères vont se réorienter. Finalement, ils n'aiment pas ça marche pas. L'enfant est malade, ils ne peuvent pas y aller. Je veux dire, on vit. La vie de parent, c'est la vie de parent. Là. Donc, mais là, ça met vraiment en place ce qu'il faut pour que la mère puisse vraiment faire son projet. Puis ça, les partenaires, donc, comme je disais, Emploi Québec, l'aide sociale, Prêts et bourses, les cégeps, le DEP, sont conscients là, de cet aspect-là. Et on parlait tout à l'heure de milieux ouverts aussi, donc c'est des mamans qui ont leur logement, mais qui bénéficient de plusieurs activités que vous organisez. Quel type d'activités? Donc, nous, 2 soirs par semaine, par exemple, les mamans qui sont... toutes nos activités sont aux mamans qui participent au programme. Donc, quelqu'un ne peut pas appeler pour participer à notre atelier sur le budget si elle n'a pas un suivi avec nous. Elle peut s'inscrire sur la liste d'attente, puis on fait rapidement le suivi. Bon, on a des ateliers sur le développement de l'enfant, le budget, faire son CV, sur la confiance en soi. On a une sexologue qui donne des ateliers sur le développement sexuel chez le tout-petit, comment développer aussi tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit sécure au niveau de ses relations avec les autres. On a un groupe, on nomme les ateliers Lanterne de la Fondation Marie-Vincent. Atelier Lanterne, oui. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout ce qui est en lien avec justement le consentement, être capable de mettre ses limites dans la vie en général et particulièrement dans les relations intimes. Donc, aussi comment manifester aussi tout ce qu'on a réussi envers son employeur pour dire, bien, je voudrais un autre poste. Je mérite un ajustement de salaire, une augmentation de salaire. Donc, tout ce qui est en lien avec une vie d'adulte, de maman, de femme, c'est des ateliers là, qu'on va donner. Donc, on a aussi, comme je disais, plutôt cuisine collective. C'est vraiment, on offre une variété là, de choses sur les programmes d'Emploi Québec, comment ça marche, c'est quoi, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir s'inscrire. Donc, c'est toutes des choses qu'on va partager. Vous parliez tout à l'heure de 4 volets, là, femme, mère, citoyenne, étudiante, travailleur. On est en période d'élection favorable. C'est un drôle de lapsus, je ne sais pas du tout comment l'interpréter. On va passer là-dessus. Fédéral. Et est-ce que ça vous les emmenez à être conscientisés parce que veut pas, les programmes sociaux vont avoir une grande importance pour elles? Oui, donc au niveau citoyen, par exemple, on a un comité des résidentes, on a un conseil d'administration où est-ce que les femmes vont participer. Quand il y a des contextes d'élection comme ça, on va inciter les femmes à participer au débat, on va aussi
Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va les encourager à s'intéresser et à exercer leurs droits. L'aspect citoyen va être aussi d'aller aux rencontres de parents à l'école, selon où chaque femme est vraiment rendue à différents lieux dans leur vie. Donc, il y en a pour qui les élections fédérales, là, c'est vraiment loin. Mais nous, on va semer des petites graines pour dire, ben ça a l'air loin, mais voici où est-ce que ça te touche dans ta vie, les décisions du gouvernement fédéral. Puis des fois, ils sont surpris de voir, OK, je pensais pas que ça pouvait me toucher à ce niveau-là. Parce que, bon, au niveau, on va prendre l'enjeu de l'itinérance dans Centre-Sud, c'est quand même omniprésent. Puis on pense toujours que c'est vraiment quelque chose qui relève de la ville, alors que c'est pas le cas. Donc, dire, OK, bon, ben ça remet un petit peu les choses en perspective, puis avoir, bon, ben OK, je dois vraiment m'intéresser à ce qui se passe, puis on tente de les sensibiliser de différentes manières à ce qui se passe autour d'elles. Là. Est-ce qu'il y a des femmes qui reviennent vous voir des années plus tard ou des enfants qui vous témoignent de leur parcours de vie? Oui, il y a une maman, justement, qui avait fait son parcours avec nous, puis des années plus tard, elle cogne à la porte, puis elle dit écoute, elle dit, je viens d'être mis à pied de mon travail. On est plusieurs, ils ont été mis à pied. Mon premier réflexe a été de venir ici. Puis elle dit je pense que je vais me réorienter. Puis bon, elle avait son conjoint, elle s'était même mariée à ce moment-là, puis mais son réflexe, c'était quand même de venir nous voir. Elle s'est réorientée, puis éventuellement, donc j'en ai pas entendu parler. Ma fille a plusieurs suivis médicaux, là, puis on était à Sainte-Justine, puis j'entends une voix qui me dit quelque chose, je me tourne, puis l'infirmière responsable du département, à ce moment-là, c'était elle. Donc, donc c'était vraiment réorienté. Puis, tu sais, c'était vraiment beau de voir qu'au niveau socio-professionnel, son premier réflexe, c'est de venir nous voir, puis de voir, qu'il y avait eu une continuité. Pour nous, c'est vraiment le plus beau cadeau. Là. C'est une récompense à tous les jours de voir ces projets-là. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? D'autres projets comme ça et vraiment la place des femmes dans le milieu du travail, évidemment. Merci beaucoup, Valérie Larouche. L'organisme s'appelle Mères avec pouvoir. Je vous invite à découvrir ce qu'elles font d'extraordinaire pour les femmes monoparentales qui vont aider à grandir des enfants avec des enfants épanouis. Merci. Merci, Valérie. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Nous avons le plaisir d'avoir nos deux invités en studio cette semaine. C'est un grand bonheur pour moi de pouvoir vraiment dialoguer avec nos invités. Et on disait d'entrée de jeu que les deux organismes avaient comme particularité, points communs qui sont basés sur l'entraide. Et dans le modèle dont on va discuter avec Connie Blot, c'est vraiment un organisme qui a développé là, cette importance-là de s'entraider quand on vit une même problématique. Et dans ce cas-ci, c'est la santé mentale. Alors, Connie Blot de l'organisme L'Avant-Garde. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un peu la particularité de votre modèle à l'Avant-Garde. Puis j'imagine que le nom, déjà dit un peu qu'il y a quelque chose d'innovateur. Bien, l'innovation, c'est issu du mouvement des personnes utilisatrices des services en santé mentale du Québec. C'est un vieux mouvement. Puis là-dedans, il y a eu des ressources qui ont été mises sur pied, dont les groupes d'entraide. Donc, l'Avant-Garde, à la base, c'était un groupe d'entraide. Aujourd'hui, c'est pas mal plus que ça, là, mais on est parti comme ça. Donc, notre job, c'est de réseauter les gens ensemble, puis ils trouvent des solutions à leur situation. La santé mentale, pour nous, c'est plus collectif qu'individuel. Donc, de mettre les gens ensemble, bien, ils peuvent demander des changements, ils peuvent s'entraider, ils font plein d'affaires ensemble. Connie, vous dites quelque chose qui me touche beaucoup. La santé mentale, c'est plus collectif qu'individuel. Et on dirait que c'est un point qu'on oublie, à quel point c'est tout un système qui fait en sorte qu'on peut traverser des enjeux difficiles. C'est
la société en tant que citoyen, en tant que voisin, en tant que membre d'une famille. Donc, comment vous le brossez, ce côté-là collectif? Comment la société autour de nous puis le collectif peut avoir une influence sur notre santé mentale? Bien, on pense juste présentement à l'enjeu des logements. Juste prendre cet enjeu-là, il y a des gens qui vont croire qu'ils développent des problèmes de santé mentale parce qu'ils vont perdre leur logement, ils font de l'anxiété et tout ça. Mais c'est normal de se sentir comme ça si tu penses que tu vas perdre ton logement puis que tu n'auras pas d'autres logements, tu sais. Fait que de dire à quelqu'un, ben tu as un problème d'anxiété, pour nous, c'est de noyer la vraie raison sur laquelle la personne devrait travailler, tu sais. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'en se réseautant, ben là, les gens se rendent compte, « Oh non, j'ai pas vraiment un problème, c'est normal ce que je suis en train de vivre. » Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la normalisation des problèmes de santé mentale. On trouve ça dommage de dire à tout le monde, « Tu as un problème de santé mentale » quand c'est totalement normal dans une situation comme ça de vivre ça. C'est drôle, vous m'amenez à une réflexion sur tout le volet politique dans la vie, où comme il y a beaucoup de gens là, qui vont faire de la méditation, du yoga pour gérer leur stress, alors qu'ils vivent des conditions de travail qui sont inacceptables. C'est ça. Et ce qu'il faudrait, c'est régler la situation à la base, plutôt que d'apprendre à gérer notre stress dans une situation qui n'a pas de bon sens. C'est exactement ça. Les professeurs dans les écoles, on le voit beaucoup, tu sais, les profs qui, là, ils disent « Ah, les profs partent en burn-out, en congé maladie. » Oui, mais c'est des conditions épouvantables. Tu sais, si tu veux être professeur, c'est parce que tu adores, je pense, les enfants. Puis là, tu vois que les enfants souffrent tellement dans les écoles en ce moment. Fait que, tu sais, entre ton incapacité à agir sur le bien-être de cet enfant-là, puis le travail qu'il faut que tu livres une marchandise pour le ministère de l'Éducation, bien, c'est normal que tu te sens comme humain là-dedans, dépassé, puis etc. Fait que les profs sont en arrêt plutôt que d'être ensemble puis de régler la situation pour ces enfants-là. Quand vous dites les enfants souffrent, qu'est-ce que vous observez? Bien, tu sais, on le voit beaucoup, là, ils multiplient les diagnostics des enfants. Les enfants sont moins enclins, ils se battent pour aller à l'école. Tu sais, on a vu, là, dans le journal, il y avait eu un enfant à Longueuil qui a été arrêté. Il ne voulait pas aller à l'école, le petit enfant. Fait que tu dis, comme société, on est rendu là. Tu sais, dans le fond, aller à l'école, un enfant devrait débouler de son lit pour aller à l'école. Il devrait être heureux d'aller à l'école. Mais là, les enfants se battent pour plus aller à l'école. Il me semble que c'est un signe qu'il faudrait regarder comment on gère les écoles, qu'est-ce qu'on offre. On n'est pas obligé de travailler comme on travaille, hein? Oui. Donc, Ben c'est des choix de société qu'on fait que d'avoir des écoles dans ces conditions-là. Mais de continuer à dire que les enfants, il y a un paquet de problèmes, essayer de contrôler ces problèmes-là, d'ajouter un paquet de professionnels pour entourer l'enfant, mais est-ce que l'enfant est encore heureux? Même s'il y a tout ce monde-là autour de lui, peut-être qu'il va réussir à l'école, mais est-ce qu'il est heureux? Bien, c'est sûr que là, c'est un volet, l'éducation, puis c'est pas nécessairement la spécialité de l'avant-garde. Mais ceci dit, je peux comprendre la pression, par exemple, sur l'enseignant dans la côté de normaliser, parce que si tu y arrives pas, en plus, tu peux te sentir coupable, ce qui développe d'autres enjeux. Fait que ça devient comme un cercle vicieux, à quelque part. C'est ça, oui, exact, c'est ça. Ouais. Et quand on parle de l'avant-garde, là, on a évoqué des enjeux de santé mentale qui sont normaux, dans des conditions où on tous, à un moment donné, on devient dépassé par certains événements. Mais jusqu'où va l'action? Parce que entre être dépassé et entendre des voix, c'est très large là, comme spectre au niveau santé mentale. Fait expliquez-nous un peu votre organisme, comment vous couvrez la santé mentale, jusqu'où on va? Bien, nous, on fait ce qu'on appelle la gestion du quotidien. Fait que quelqu'un peut arriver sans rendez-vous. La plupart des gens n'ont pas de rendez-vous quand ils arrivent chez nous, puis on va dire, OK, comment on peut t'aider aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner dans... Fait que ce soit un enjeu ponctuel dû, mettons, justement, à la perte d'un logement. Il y a la perte totale de tout aussi, où d'entendre les voix, on travaille exactement pareil. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec les diagnostics, on va travailler avec ce qui dérange la personne. Ah, d'accord. OK? Donc, si ces voix la dérangent, on a quand même des groupes d'entendeurs de voix
C'est toutes des alternatives, exact. Des groupes d'entendeurs de voix. Exact. Tu sais, v'là 30 ans, on disait, faut pas parler des voix au monde qui entendent des voix. Aujourd'hui, c'est le contraire. Faut en parler. Ça fait du bien aux gens de parler de leur voix puis d'apprendre à rentrer en relation avec ces voix-là. Donc, c'est encore une fois, on met des gens en commun qui ont un problème similaire puis comment que je vais régler ça. Fait que les groupes d'entendeurs de voix ont commencé exactement de la même façon. C'était des gens ensemble, puis ils se sont aperçus que quand ils pouvaient parler de leur voix vraiment en profondeur, ça les aidait à vivre avec ces voix-là. Mais vous ne vous substituez pas au travail d'un psychiatre, par exemple. Il n'y a vraiment pas tout l'aspect de médicamentation relié à tout ça. Bien, c'est-à-dire, nous, on a un programme gestion autonome des médicaments. Mais si quelqu'un, par exemple, voit un psychiatre, on va pouvoir même l'accompagner, mais on va faire aussi des rencontres où est-ce qu'on apprend aux gens à se préparer pour leur rencontre. Chez le psychiatre, parce que ça paraît pas, mais c'est compliqué. Oui, c'est complexe, puis j'imagine que c'est apprécié des médecins déjà qui a beaucoup de roulements dans leur cabinet, de voir quelqu'un minimalement là, qui comprend la situation, puis qui est capable de poser des questions aussi, réfléchir sur sa situation. Tu te sens pas dépassé à entendre des termes que tu connais pas. Oui, c'est ça. Même les psychiatres qui aiment ça, ils voient quand quelqu'un est préparé. Tu sais, c'est des visites qui sont assez rapides. À la base, souvent, les gens qui vont dire « je veux voir un psychiatre », ils pensent qu'ils vont rencontrer plus un psychologue, plus un travailleur social. Fait que déjà, de démystifier le rôle du psychiatre dans sa vie, c'est beaucoup. Après ça, de démystifier les médicaments. Les psychiatres qui connaissent pas ça, des fois, ils ont peur un peu, mais la gestion autonome des médicaments, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un guide, c'est un guide écrit là, qui a été travaillé longtemps. Puis ça aide les gens à comprendre les médicaments, comprendre l'importance de gérer adéquatement les médicaments, puis quel suivi faire avec son psychiatre par rapport à son médicament. Ben, j'ai une personne que je connais bien qui a un TDAH à côté dans le plafond, on va dire ça comme ça. Et c'était ça, justement, de prendre son médicament à temps. Je dis, ben, mets une alarme. Puis là, c'est comme, ben, j'ai oublié de mettre mon alarme. Puis là, je me sentais un petit peu impuissante à dire, mais c'est quoi les autres trucs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Oui. Bien, nous, quelqu'un comme ça parce que souvent, le médicament seul, c'est pas assez, tu sais. Il y a aussi les effets secondaires des médicaments et tout le kit, là, tu sais. Fait qu'on va vraiment accompagner la personne quand on parle d'une quête de sens, c'est qu'est-ce qui te fait du bien. Donc, peu importe le diagnostic, c'est quoi le comportement que t'aimes pas? OK? C'est quoi le sentiment que t'aimes pas, etc. Fait quelqu'un qui, pour ne pas les nommer, qui va dire, moi, faut que je bouge. Bien, qu'est-ce que tu peux rentrer dans ton hygiène de vie qui va devenir une habitude, qui va t'aider à canaliser ton énergie, puis on va travailler ça avec les gens. OK, j'aime ça. On est vraiment dans la recherche de solutions. Toujours. Okay. Ouais. Parlez-moi de votre équipe d'intervention. Bien, on a un volet groupe d'entraide, milieu de vie et milieu d'hébergement. Donc, on a une équipe, puis l'hébergement, c'est au seuil. Ça veut dire au seuil? Oui, au seuil, ça veut dire que les gens peuvent être sous conso. Donc, ils pourraient avoir consommé. Ouais. Donc, je comprends, on va parler des deux volets tout de suite après, mais juste pour clarifier ça, il y a des milieux que tu peux pas, si tu as consommé, tu peux pas entrer? Exact, c'est ça. Tandis que nous autres, ça l'a toujours été. On développe avec le groupe, selon l'expertise du groupe. Donc, ça a toujours été, tant que la personne ne dérange pas, c'est pas parce que tu as consommé que tu vas avoir un comportement dérangeant non plus. Des fois, tu es un peu plus tannant, un peu plus de bonne humeur, là, mais bon, si on est capable de vivre avec ça. Ouais, ou à l'inverse, ça peut développer. Okay. Donc, vous êtes une équipe, combien d'intervenants? Il y a 13 intervenants en ce moment, c'est ça? Il y a 13 intervenants, en ce moment. Et donc, le volet communautaire et le volet hébergement. On a un petit peu parlé, je crois, du volet communautaire. Le volet hébergement, c'est de l'hébergement temporaire? C'est un hébergement d'urgence qui a été... on l'a développé pendant la COVID. On avait besoin de place, donc on fait partie des ressources qui a été mobilisées pendant la COVID.
Puis ça continue, ça va super bien. Le volet hébergement aussi. Puis ça, pour nous autres, c'est un outil de plus pour aider les gens, tu sais, dans le sens où est-ce que là, quand on a besoin d'un hébergement temporaire pour les gens qui ne vont pas bien, bien, ils ont une place aussi parce qu'on va faire de la prévention. T'sais. Combien d'unités sont disponibles? On a 8 lits permanents, 3 d'urgence. C'est sûr que quand s'il y a un grand froid, quelque chose, on va faire de la place dans nos autres locaux dans ce temps-là. Tu sais, il y a une grande vague de 4-5 jours. Les fameuses haltes chaleur. On a ça aussi. On a une halte chaleur aussi qui fait partie de ce qu'on fait. Puis on a une halte fraîcheur. On y pense pas. Oui, la climatisation, c'est important aussi. Ouais. Et quand on parle de milieu de vie, vous disiez tout à l'heure, les gens arrivent. Donc, c'est vraiment comme un endroit pignon sur rue. Mais premièrement, vous êtes dans quel secteur? On est à la Prairie. La maison est à la Prairie. C'est une belle maison ancestrale. Donc, quand tu arrives, tu penses pas que tu es dans une ressource santé mentale ou itinérance. Là, c'est une belle maison. Puis, il y a une cuisine. Elle est juste plus grande qu'une maison ordinaire. Parce que la principale pièce où est-ce qu'on est, c'est vraiment la cuisine. Parce que nous autres... Comme dans toutes les familles québécoises, hein? Exact, c'est ça. Puis la nourriture centrale, comme outil de travail avec les gens, la nourriture est centrale. Ça nous permet de faire un paquet de discussions autour d'un café, d'un gâteau, etc. Puis il y a on a une salle de musique, on a une salle multifonctionnelle. Il y a des petits bureaux qu'on prête aussi aux partenaires ou les gens qui veulent se rencontrer. On a des lits un petit peu de partout. Donc, si quelqu'un dans le jour a besoin de faire de se coucher un peu, ils peuvent. Ils ont accès à une salle de bain, une douche, ils peuvent manger, ils peuvent faire leur lavage. Donc, quelqu'un peut venir comme ça, faire une sieste, prendre une douche, venir juste prendre un café. Oui. Puis, est-ce qu'ensuite, il s'inscrit dans un programme comme tel, dans une cohorte? Il n'y a pas besoin. Bien, il va être invité. Par défaut, quand la personne vient, il y a des gens qui vont se mobiliser pour y jaser. Puis là, il va être invité. On a un papier calendrier d'activités pour permettre aux gens de se retrouver. On a toutes sortes d'affaires. On peut avoir autant de l'occupationnel qu'une conférence, qu'une formation. On donne beaucoup de formations. Puis nous autres, les gens sont invités dans nos formations. On va juste peut-être clarifier qu'est-ce qu'on veut dire par occupationnel, puis ensuite, on va faire une courte pause, puis on va parler de votre programme d'activité. OK. Occupationnel, c'est exemple, aujourd'hui, ils sont partis à cabane à sucre. Ah, d'accord. OK. Fait que ça permet de travailler sur le réseau. Souvent, les gens, ils n'ont plus de réseau. Ouais. Notre job dans le cadre de l'entraide, c'est de réseauter les gens ensemble. Fait que c'est dans des activités comme ça, surtout, qui vont développer des amitiés, puis qui va faire que le samedi soir, quand on est fermé, bien, un va appeler l'autre. Ça te tente-tu d'aller aux vues? Ça te tente-tu de... Puis on le sait à quel point, moi, en tout cas, j'ai été étonnée de voir à quel point ça avait un impact, les relations sociales, autant sur la santé mentale, mais sur la santé physique aussi. Oui, absolument. C'est impressionnant dans les facteurs de longévité. Hein, on le cite comme étant aussi important que l'alimentation, l'exercice, le sommeil. Oui. Mais on le voit, tu sais, quand on a des gens qui vont arriver qui sont hyper hypothéqués, tu sais, qui sont plus en forme, qui mangent mal, qui sont grisâtres, tu sais, ils ont mal à l'âme, là. Ouais. Puis on le voit quand ils commencent à rentrer dans le réseau. Tu sais, là, tu vas voir, mettons, il y a une activité, je sais pas, moi, ils se sont préparés un film, on fait des films critiques, tu sais, puis tout ça. Ils vont arriver, puis là, déjà, là, quand ils vont arriver, il y a un sourire qu'il n'y avait pas, tu sais. La posture se redresse. Tranquillement, pas trop vite. Puis là, ils commencent à faire des activités physiques, puis tu vois que tranquillement, pas trop vite. Puis c'est sûr qu'on essaie de travailler aussi, qui voit un médecin, qui va, tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis là, tu vois la personne qui commence à aller de mieux en mieux. Ça, c'est vraiment le bon côté de notre job, de voir ça, là. Une belle récompense concrète. Connie, on fait une courte pause, puis on revient tout de suite après au Héros Anonyme. Ça marche, merci.
Dernier bloc des Héros anonymes, on complète une fort intéressante discussion avec Connie Blot de l'Avant-Garde Santé mentale. Donc, on a parlé volet communautaire, volet hébergement et on évoquait là, des activités. Donc, quelles sortes d'activités vous offrez, puis qui peut y participer? En fait, on essaie d'avoir un éventail qui fait que les gens sont capables de se retrouver là-dedans. L'objectif de nos activités, c'est toujours d'essayer de développer le regard critique des gens sur la santé mentale. Tout ce qu'on fait. Donc, on est aussi réseauté avec des partenaires, avec des regroupements. Là, il y a un mouvement qui est beaucoup plus grand que nous aussi, là. De ce temps-là, ce qu'on a fait parce qu'on était un petit peu découragés de percer dans notre volonté qu'on parle de la santé mentale en étant quelque chose de normal, mais les émotions aussi. C'est normal d'avoir des émotions. On dit toujours, nous, qu'on a intégré le vocabulaire des psychiatres. Mais un humain, c'est un humain, hein? Donc, c'est des émotions qu'on vit, puis il y a beaucoup d'émotions qui sont complètement normales, mais aujourd'hui, on pense que c'est anormal. Comme quelles émotions, par exemple? Parce qu'il y a des émotions qui sont plus faciles à exprimer. Tu sais, la colère, par exemple, quand on est une femme, on dirait que c'est pas nécessairement bien vu, ou à l'inverse, un homme d'admettre qu'il se sent dépassé ou d'admettre, puis là, je catégorise à très gros traits, on s'entend, là, d'être capable de nommer ces choses-là. Il y a quand même plusieurs campagnes où on voit que c'est important de parler, de le dire. Il y a quand même eu un gros travail de fait pour la santé mentale, mais de ce que je comprends, il y a encore beaucoup de travail. Oui, bien c'est sûr qu'il y a eu un gros travail de fait, là. C'est incroyable qu'aujourd'hui, on en parle autant. Mais pour nous, il y a encore un grand travail à faire pour rendre ça normal. C'est pas un problème, c'est une normalité, mais il faut... Si tu vois ton problème de santé mentale comme un symptôme, point à la ligne, tu es moins enclin à agir sur ta situation. Donc, vu que ce qu'on voit quand les personnes se parlent puis qu'on est tous ensemble, c'est surtout des enjeux sociaux. Donc, c'est beaucoup à démystifier, mais quand tu rentres toujours ça dans le camp de la santé mentale ou du problème de santé mentale, bien, tu es moins enclin à dire « je vais aller participer à une discussion comme ça » parce que c'est pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Oui. Non, c'est des problèmes de citoyens. On a à peu près tous les mêmes citoyens. Il y a, comme tantôt on a parlé, là, des gens, les entendeurs de voix, c'est des problèmes particuliers, mais c'est beaucoup plus rare que tous les gens qu'on voit au quotidien. Mais on le sent en ce moment, là, il y a, au niveau du moral, c'est sûr, l'éco-anxiété chez les jeunes, on en parle, la crise du logement, depuis l'arrivée au pouvoir d'un certain personnage chez nos voisins du Sud, on sent qu'il y a une plus grande anxiété aussi sur l'incertitude économique et autres. Est-ce que vous le ressentez aussi? Beaucoup, oui. Beaucoup. Mais encore une fois, tu sais, si on dit j'ai un problème d'anxiété parce qu'il se passe telle affaire, est-ce que tu as vraiment un problème? Alors que c'est normal de dire il se passe quelque chose là, qui ne l'est pas normal, justement. Exact, c'est le phénomène qui n'est pas normal. Tu sais, tu dis OK. Donc, collectivement, si on se met ensemble pour essayer de trouver une solution de comment gérer ça, bien, ça devient beaucoup plus facile que de le faire individuellement puis de se rentrer dans tout un processus que moi, j'ai une anormalité, j'ai un symptôme qui est anormal. Est-ce que c'est pas le propre de notre société qui est devenue individualiste aussi? De composer soi-même avec quelque chose qui, comme on le disait tout à l'heure, est un problème collectif qu'on devrait s'entraider ensemble pour le régler. Oui, c'est ce qu'on voit beaucoup. Tu sais, on le voit beaucoup. On peut prendre aussi les aînés comme exemple. Tu sais, un aîné qui va faire face à un CHSLD qui veut pas y aller, mais c'est un problème de société. Tu sais. Quand est-ce qu'ensemble, on va adresser cette situation-là puis de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient le goût d'y aller, qu'ils se disent, quand je vais avoir cet âge-là, je vais être bien là. Là, c'est quand je vais avoir cet âge-là, je serai pas bien. Fait que c'est sûr que tu commences à regarder ça puis tu te dis... Avec inquiétude. Avec inquiétude. Donc, est-ce que ça vous amène, par exemple, à créer en partenariat des projets pour changer des choses socialement?
Oui, bien là, ce qu'on a mis en place, c'est un documentaire. On est en train de faire un documentaire qui est assez important, justement, qu'on essaie de faire. On essaie toutes sortes d'affaires. Oui. Puis là, on est rendu au documentaire pour que les gens voient un petit peu l'approche, comment qu'on travaille avec les gens, l'impact. Puis ça permet aux gens aussi de s'exprimer sur ce qu'ils vivent, comment qu'ils vivent, etc. Fait que ça, on est pas mal contents. C'est 2025, c'est notre gros projet. À ça, on a aussi monté une série de formations. Comment qu'on accompagne nous, on appelle ça une pratique citoyenne. Donc, comment qu'on accompagne dans une pratique citoyenne pour démontrer que ça donne des résultats. Parce que les gens, la ressource, c'est toujours, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils ont bien de la misère. Non, c'est des citoyens comme toi puis moi. Fait que quand on forme les gens sur qu'est-ce qui se passe puis comment accompagner tout ça, bien, ça fait des petits, ça, dans la communauté. Là, oui. Est-ce que vous êtes présent dans les organisations aussi? Je sais qu'il y a beaucoup de programmes d'aide aux employés. Est-ce que vous avez des prestations de services? On n'est pas rendu là. On a beaucoup plus de demandes que ce qu'on est capable d'offrir en ce moment. Malheureusement. Oui, c'est surtout... ça a beaucoup augmenté les demandes de partenaires puis d'entreprises et tout ça. Là, j'ai un autre monsieur qui m'a appelé, là, tu viendrais-tu? Pourriez-vous faire quelque chose? Peut-être l'année prochaine, là, on essaie vraiment d'ouvrir parce qu'on pourrait travailler en amont, justement, puis agir sur la vision de la santé mentale, de mettre ça dans une connotation normalisante, là. Donc, on a, comme je vous dis, on a plus de demandes de ce qu'on est capable, mais on en fait pas mal. On travaille beaucoup avec les partenaires. Il y a beaucoup de partenaires communautaires. On travaille avec le réseau beaucoup aussi. On travaille avec la police. On fait des tournées avec la police. C'est assez intéressant ce qu'on travaille avec eux autres. Des tournées à quel endroit? Dans les corps policiers, des différents corps policiers pour faire de la sensibilisation. Parce que, les policiers, c'est pas facile non plus. On peut les blâmer de bien des affaires, mais là, je veux dire, c'est tellement large, les compétences qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui. Donc, on voit, depuis que Fadi Daguerre est là au niveau de la police de Montréal, qu'il y a un tournant, justement, une écoute vers le communautaire, d'être plus à l'écoute des émotions pour réussir à endiguer ce qui peut se transformer en violence, alors que si on normalise qu'on est fâché, ça risque moins d'exploser. Ouais. Puis les gens aussi, ce qu'ils nous disent, de voir arriver une police... à la détresse qu'ils vivent, là, ils ont peur de la police. Tandis que s'ils voient arriver un intervenant, c'est beaucoup plus rassurant pour les gens. Mais il y a aussi tous les outils qu'on va donner aux policiers. Il y a quand même des choses qu'on peut faire pour les soutenir aussi. Ça, on a une bonne complicité. Mais même eux autres aussi, avec toutes les situations qu'ils observent, il y a des enjeux de santé mentale dans beaucoup d'intervenants de première ligne, les ambulanciers qui vivent, les pompiers qui vivent et observent des situations difficiles parfois. Ah oui, c'est difficile. Eux autres, tout le temps, ils voient le pire. Ils voient l'humain dans sa plus grande détresse, quasiment, j'imagine, en tout temps. Là, Puis on parlait tout à l'heure d'être un peu en amont. Si on est une personne intéressée à sa santé mentale... Oui, c'est ça. Je pense que vous avez un endroit où on peut faire de la recherche, une bibliothèque? Ou, exact. C'est ça. À l'intérieur de la ressource, on a un petit centre de recherche qui est assez bien monté. Il y a des ordinateurs, il y a beaucoup de promotion des alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives. Quelqu'un qui se sent toujours avec des hauts et des bas, nous autres, on va lui dire, t'as-tu essayé l'acupuncture? On a vu beaucoup de résultats. Donc, il y a toutes sortes de promotions des alternatives. Oui, j'ai vu ça que vous aviez un atelier d'acupuncture sociale. Je trouvais ça spécial, le mot social. Oui. C'est ça. Fait que c'est les gens vraiment qui apprennent entre eux autres des points d'acupuncture là, avec les intervenants. Fait qu'on va beaucoup dans les alternatives pour que les gens... Parce que, comme je dis tout le temps, quand le côté médical fonctionne, quand les médicaments fonctionnent, ce ne sera pas les gens qui vont venir chez nous. Ça va être beaucoup ceux avec qui ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ils ne savent plus quoi faire. Fait qu'on essaie toutes sortes d'affaires. Vous parliez d'alimentation tout à l'heure. J'imagine que l'alimentation joue un rôle aussi sur la santé mentale, Absolument. Tout ce qui est hygiène de vie. Oui, on a des ateliers juste sur l'alimentation, tellement que l'alimentation, maintenant, elle a un gros impact sur ta santé mentale. On se renseigne où, Connie, si on veut connaître tous ces ateliers?
Sur notre super site Internet, on a un site Internet où est-ce qu'on essaie de mettre tous les outils. On a des boîtes à outils qu'on appelle. Il y a le calendrier des activités, il y a tous les événements. On essaie vraiment de tout mettre sur le site. Puis on a un Facebook. C'est ça. Excellent. Bien, on invite nos auditeurs à découvrir tout ce que vous pouvez offrir, que ce soit pour eux ou pour des gens qui connaissent. C'est toujours bien d'avoir tout ce support-là. Puis moi, j'ai envie de dire, belle grande marche au plein air, ça fait du bien au moral. Ouais. Donc, je rappelle que tous nos épisodes des Héros Anonymes sont disponibles en balado-diffusion, canalem.vus et voix sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. Et un grand merci à notre équipe, Catherine, Mathieu, Jean-Sébastien Laliberté, Chantal Doré au micro avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.